Bonjour et bienvenue au podcast Sam parle avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. Vous devinerez avec ce que j'ai dans les mains qu'on va parler de bière aujourd'hui. Mon invité, André Léger, qui est PDG des Brasseurs du Petit Saut. On parle de la fondation de l'entreprise en 2014, puis comment lui et son équipe ils ont vu venir la popularité des bières artisanales au Nouveau-Brunswick. Il m'a fait goûter leur nouvelle bière au pickle. Puis il m'a demandé de dire mon impression si je l'aimais ou si je ne l'aimais pas. J'ai été honnête. Il nous explique aussi comment Edmundston, c'est mieux que Montréal. J'exagère un petit peu. Merci à Gauvin d'Eco-Design. C'est un des commanditaires de la saison. C'est les autres qui fournissent le décor, les chaises, comme je dis toujours. Merci à Amélie Nadeau pour tes conseils au début de la saison. Si vous voulez plus d'informations sur cette entreprise-là, leur lien de site web est en description. Même chose de Centre des Arts qui me permettent l'enregistrement. Comme je le dis toujours, je suis dans leur salle de spectacle sur le stage. Une très belle place. C'est comme André a dit en arrivant, avant qu'on enregistre, hey, beau setup, tu sais. Fait que c'est ça que j'aime. Ça donne un petit wow quand les invités arrivent. Fait que je suis vraiment reconnaissant. Merci à vous autres d'être là encore. Il y a beaucoup de nouveaux auditeurs dans les derniers épisodes, puis je suis vraiment, vraiment reconnaissant que vous preniez de votre temps pour écouter. Sur ce, bonne écoute. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Comme d'habitude, petite mise en contexte sur qui est l'invité. André est originaire de la région de Montréal. Il a fait son bac en finance à McGill. Il a travaillé pendant une dizaine d'années dans la région de Montréal en finance pour des entreprises comme Royal Lepage et RBC. Il est venu à Edmundston en 2003 avec sa conjointe, qui est originaire de la région. Et là, il a commencé à travailler pour les productions agricoles Ouellette pour le redémarrage d'une usine de moulée à Claire. Il a fait un retour aux études en 2006 à l'Université du Maine à Fort Kent en commerce électronique. Puis à travers de ça, il a fait un stage avec Google. Il a ensuite fondé Cognitos, une entreprise qui assistait les entreprises justement dans leur numérisation. À travers de ça, il a été copropriétaire du Mont-Forlagne de 2015 à 2024. Puis on le sait, le Mont-Forlagne est devenu République Nature à travers ces années-là. Puis évidemment aussi, il est le PDG des Brasseurs du Petit Saut depuis 2014. Puis il est récemment allé en Afrique pour implanter un programme de formation destiné aux femmes entrepreneurs. Salut André. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Good. Je suis vraiment content que tu sois là, puis merci d'avoir accepté Merci pour l'invitation. Je suis vraiment, vraiment honoré. Ça fait vraiment plaisir. J'écoute fidèlement ton podcast. Good, je n'ai pas tout entendu, mais la plupart, je dirais. Good, je suis content de savoir ça, vraiment. Avant d'aller plus loin, j'ai un petit cadeau. Si tu écoutes, comme tu dis, tu devrais t'y attendre, j'imagine. Tu as une paire de billets du Centre des Arts pour aller voir mon oncle Jason le 13 février au Centre des Arts. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Là, avant d'aller à ma première question, tu as été assez généreux pour me faire un beau cadeau. Là. Tu nous as apporté des belles bières pour... Oui, j'ai fait une petite sélection. C'est vraiment difficile de faire une sélection parce qu'on a à peu près 14 bières. Donc, j'essaie de dire... fait que j'ai amené un petit tour. J'ai amené notre dernière bière qu'on a sortie, qui est une Pickle Ghost. Puis, j'en ai servi un verre. Donc, c'est une bière que je voulais vraiment que tu goûtes sur caméra parce que je voulais voir tes réactions. C'est une bière que les gens aiment ou n'aiment pas. Il n'y a pas juste un milieu. C'est polarisant. C'est polarisant. Mais c'est bon parce que j'ai jamais goûté à celle-là. Honnêtement, je ne suis pas le plus grand buveur de bière artisanale ou de bière en général. Mais j'ai déjà goûté quand même certaines de vos bières, évidemment, comme la majorité du monde, je pense. Mais celle-là, pas encore. Fait que je goûte à ça puis je te donne mon honnête avis. T'accompagner. Tu peux m'accompagner, ben oui. J'aime ça. Oh, OK. Oui, j'aime ça. Ouais. Je peux pas dire que je suis dans le côté de ceux qui n'aiment pas. OK. Ah, c'est bon. Je pensais que... moi, ce que j'aime moins des bières, c'est quand c'est plus amer. Ça, pas du tout. En tout cas, peut-être un peu, je sais pas, là. Mais à première vue comme ça, c'est bon. Oui, bon? c'est une bière qui est plus sûre qu'amère. Donc, c'est vraiment... Ouais, c'est bon. Ouais, c'est une bière vraiment désaltérante. C'est comme on l'a pas vu. La première journée chaude qu'on a eue, c'était cette semaine. C'est ce genre c'est une bière qui est faite pour ce genre de température. Ouais, c'est ça. Y a-t-il des bières qui sont moins désaltérantes? Ça se peut-tu?
On dirait que tu bois. Je dirais pas, mais il y en a qui vont te toquer. Comme, il y a des bières, surtout des bières très fruitées ou des bières, des grosses IPA, là, à 8-9 %. T'en bois une, puis c'est assez. Là. Ça toque. Ouais. Fait que c'est pour ça que nous, on aime plusieurs de nos bières. C'est des bières qu'on peut consommer une, deux, responsablement, toujours. Ouais. Ben, merci beaucoup pour ça. Honnêtement, j'apprécie. Je vais la déguster pendant notre discussion. Parlant de discussion, tu as dit dans un de tes textes, parce que je sais que tu écris beaucoup, ou beaucoup, bon, peut-être. J'ai commencé à écrire, oui. Tu as commencé à écrire. Ouais. Dans un de tes textes, tu dis qu'une des raisons d'être de la brasserie, c'est de permettre aux gens d'avoir de vraies discussions. Oui. C'est quoi pour toi une vraie discussion? Bien, aujourd'hui, je trouve que c'est de plus en plus difficile à trouver des situations qu'on peut se rencontrer en personne sans que la technologie... Là, on n'échange plus que jamais avec tout le monde. On envoie des textos, on s'appelle de moins en moins. Puis je trouve que partager une bière, assis sur une table, c'est vraiment un moment où tu peux prendre le temps, puis discuter, puis prendre vraiment... discuter de n'importe quoi, savoir qu'est-ce qui se passe avec toi, les défis, ou parler de politique, parler de n'importe quoi. Donc, moi, j'aime vraiment ça. Puis quand on a créé la brasserie, c'était vraiment ça l'idée qui était derrière ça, parce que on s'est inspiré un peu là, du modèle belge. Puis tu sais, probablement dans l'article que tu as lu, là, j'en parle beaucoup. Oui. Le monde pensait qu'on allait faire des bières belges, comme vraiment des styles belges. Mais moi, je me basais sur le type de brasserie qui était... Chaque communauté avait sa brasserie. Ouais. Donc, qui devenait le cœur un peu de la communauté. Donc, les gens où ce qu'ils allaient se voir, où ce qu'ils allaient se rencontrer. Puis, c'est ça qu'on avait en tête quand on a commencé, ça, c'est clair. Puis, moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que rentrer dans le taproom ou dans la brasserie un mercredi soir, puis voir que le monde, il se jase, puis il rencontre du monde. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu, puis le téléphone ne sort pas si souvent que ça. Là. Ouais. Mais, puis, le téléphone, c'est pas un problème. Mais des fois, je trouve que c'est quelque chose qui nous sépare. Là, puis la brasserie, l'environnement qu'on a réussi à créer, c'est vraiment quelque chose qui on dirait, qui est propice à créer l'échange. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais justement, par rapport à ce lancement-là, ça, c'était en 2014. Oui. Puis la grosse question, moi, qui me vient en tête, c'est que, à ce moment-là, dans un magasin d'alcool, dans les magasins d'alcool NB, à Edmundston, il y avait moins de 1% des bières qui étaient disponibles, qui étaient des bières artisanales. Oui. Ça, c'était en 2014. Là. Oui. Je le répète, qu'est-ce qui vous indiquait, là, je dis vous parce que évidemment, tu n'étais pas tout seul là-dedans, mais qu'est-ce qui vous indiquait le potentiel d'une brasserie comme ça? Bien, comme tu as mentionné au début, moi, j'ai grandi à Montréal. Donc, mes premières années, là, quand j'ai commencé à travailler au centre-ville, les bières de microbrasserie, Unibrou, McCausland, Saint-Ambroise, etc., étaient là. Donc, il y avait une présence, puis on voyait que ça créait quelque chose, puis il y avait quelque chose qui se passait. Puis à la fin des années 2000, un peu partout, là, comme on parle au Vermont, on parle aux États-Unis, on parle même au Québec, il y avait vraiment une éclosion là, de microbrasseries qui venait. Puis, nous, on s'est dit, là, écoute, il y avait peut-être 4-5 microbrasseries là, quand on a commencé à penser à faire une microbrasserie. Dans la province? Dans la province du Nouveau-Brunswick. Puis, on s'est dit, là, écoute, il faut que notre région en ait une, on va le faire. Ouais. Puis, moi, je savais que ça allait être un défi parce quand tu dis que la part de marché des bières de microbrasserie dans le magasin d'alcool Nouveau-Brunswick à Edmundston était en bas d'1%, ça allait être difficile. Fallait se créer une place, fallait se trouver de la place sur l'étagère. Puis je pense que le pari a réussi, là, finalement. Puis les 5 brasseries qui étaient déjà là, est-ce que c'était dans des secteurs ou des régions plus développées, des plus grandes villes? Oui, des plus grandes villes. On parle de Pickering, c'est probablement le cas le mieux connu là, en termes de microbrasserie. À Moncton, tu avais Pump House qui était un des premiers. Mais Pump House, c'est jamais considéré une microbrasserie. Non? Non. Eux, la personne qui a parti ça, c'était quelqu'un qui vendait de l'équipement, puis que
c'est un vendeur d'équipement. Puis lui, il s'est mis, hey, je suis capable d'acheter de l'équipement de bière, puis on va se mettre à brasser de la bière. Donc, lui, il a vu ça, il a vu juste. Fait qu'il a commencé. Puis lui, c'était vraiment la grosse production. Là. Puis, tu sais, aujourd'hui, Pampas, il continue dans la même lignée. Là, ils produisent la Crafty Radler. Oui. Qui distribue là, quand même. Qui est un produit grand public. Là. Grand public, puis partout, pas rien qu'au Nouveau-Brunswick, là, dans nos provinces, qui est un gros vendeur. Donc, puis par la suite, tu avais Sébastien Roy, le fils du roi, qui avait commencé à distiller de l'alcool, mais pour financer son opération, il s'est mis à brasser de la bière parce que faire de l'alcool, c'est comme il dit souvent, là, tu ne vas pas au magasin et t'acheter un 40 ça toutes les semaines. Là, mais une bière, là, tu peux facilement acheter plusieurs par semaine. Donc, c'est ça. Puis, il y avait Big Tide qui était un des premiers au Nouveau-Brunswick, mais ça, c'était plus un brew pub, un endroit qui ne vendait pas vraiment de bière à l'extérieur, là, comme en canette ou en bouteille. C'est ça. Fait qu'ils ne faisaient pas de production nécessairement, mais les autres, c'était plus un peu comme on a chez vous. Là, comme un restaurant. Un restaurant où les gens peuvent consommer de la bière sur place, un brew pub. Mais si toutes ces brasseries-là étaient dans des secteurs plus peuplés, c'était pas un risque pour vous autres de lancer ça à Edmundston? Oui, non, c'était définitivement un risque. Mais c'était pas un si gros risque que ça. Il y avait sûrement quelque chose qui vous indiquait que ça va marcher pareil. Il faut que tu aies quand même un... C'est-tu l'instinct ou c'est vraiment il y a une donnée qui... OK, vu qu'on a cette donnée-là, on sait que ça va marcher? C'était un risque. Puis le premier signal, c'est que je ne l'ai pas fait tout seul. Quand on a décidé de partir de la brasserie, on a décidé de faire un appel à la population là, pour les gens pour investir dans la brasserie. Comment on appelle ça? C'est du crowdfunding? C'est devenu du crowdfunding, mais en 2014, c'était pas vraiment un terme qui était encore connu. Puis, il y avait une nouvelle... la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, je ne me souviens plus comment le nom exact, là, avait ouvert une nouvelle porte pour le faire. Parce qu'avant, faire un appel public à l'investissement, il fallait faire un prospectus. Il fallait créer de la documentation avocat. On parle d'un processus là, qui peut dépasser les 100 000 donc, eux ont fait un mode de financement à travers l'exemption de la notice d'offre. L'exemption de prospectus via la notice d'offre, ça nous a permis de monter un document qu'on ne devait pas faire des promesses folles pour l'investissement, puis essayer d'informer plus le public possible qui puisse faire une décision d'investissement comme bien faite. Réfléchi. Donc, on a été la deuxième entreprise au Nouveau-Brunswick qui s'est bénéficié de ça. Donc, ça a été vraiment un exercice intéressant pour moi parce que, comme tu sais, comme tu as dit, moi, j'étais un gars qui a un background en finance. Donc, ça a vraiment été quelque chose d'extrêmement captivant pour moi à faire. Mais ça a dû être utile, tes compétences en finance à ce moment-là. Oui, absolument, parce que je l'ai fait pratiquement tout moi-même. J'ai monté les projections, j'ai monté le document, je n'ai lu plusieurs documents de prospectus dans ma vie. Donc, tout ce background-là, ça m'a aidé à le faire. Puis plus largement, considérant les compétences en finance que tu avais et que tu as toujours, est-ce que tu penses que sans ça, ça aurait fonctionné quand même ou est-ce que c'était primordial au lancement d'une entreprise comme ça, tes compétences? C'est une grosse question. On ne s'est pas posé tant de questions que ça. On On voulait le faire. Ouais. Je pense qu'il n'y avait pas de doute. Là, auparavant, aujourd'hui, on veut lancer une nouvelle microbrasserie. Là, le coût d'équipement est rendu quasiment... Ça a probablement triplé. Ah oui, hein? Quadruplé. Depuis 2014? Oui. Ah ouais? Le coût du stainless, le coût du cuivre, etc. est vraiment démesuré. Fait que nous, on est rentré à un moment où l'équipement n'était pas si cher que ça. Donc, on a réussi à faire ça là, avec... on était vraiment... on a utilisé la poche des petits pas. Là. On a commencé à produire de la bière, utiliser vraiment les compétences locales pour nous aider à faire quelque chose. Fait que, ici, à Madawaska, une chose que je me suis rendu compte assez rapidement, c'est que les gens ont ils sont très débrouillards. C'est du monde ingénieux. Comme moi, j'ai travaillé pour les productions agricoles Ouellette. Ça m'a montré là, que l'industrie de la volaille qui s'est développée, c'est pas pour rien là, qu'on est devenu si important que ça en termes de production de volaille. C'est parce qu'il y a eu l'ingéniosité qui a contribué à des nouvelles manières de le faire. Jamais, comme s'asseoir, puis comme toujours penser comment on peut faire mieux. Puis moi, je l'ai vu
je l'ai vu en personne. Donc, ça m'a pas mal inspiré là, quand on a ouvert la brasserie, qu'on pouvait utiliser le savoir-faire puis le désir de faire aussi là, de la région. Mm-hmm. Puis pour peut-être continuer à partir de là, dans le début dans les premières années de la brasserie, là, tu sais. En fait, de façon générale, comment ça a été les premières années? T'sais, la première, deuxième, ça a été extraordinaire. Oui, OK. Honnêtement, oui, OK. Puis je vais te le dire, il y a eu un facteur qui a tout changé la donne. Là. C'est le Congrès mondial acadien en 2014. Ah ouais? Ouais. Nous, on a ouvert nos portes. On a vendu notre première bière en juillet, 4 juillet 2014. OK. On l'a servi au deck, je me souviens. OK. Tente blanche, qu'on a servi en fût au deck. OK, c'était pas dans le même locaux. Est-ce que c'était... Parce que je sais que ça a été bâti, cette bâtisse-là. Là, Oui, le deck était toujours... Avant, c'était le deck à Dan. Oui, là, mais là, excuse la bâtisse que vous êtes actuellement. Là. Nous, oui. Ouais. Ça a été construit pendant dans les mêmes années, je pense. Hein? Oui, c'est que... C'était-tu là, ça? Ouais, en 2013, la ville a vendu ce qui était l'ancien poste de police. Oui, c'est ça, oui. Donc, Éric Aucoin a acheté... Et Pierre Leblond a acheté l'édifice, puis il voulait totalement le rénover entièrement. Il voulait faire une surface de magasin, il voulait faire des bureaux. Puis en même temps, moi, Éric, c'est un bon ami. Puis là, quand on évaluait là, les sites potentiels pour la microbrasserie, il m'a rapidement dit, écoute André, on peut te faire quelque chose sur mesure, ça ne coûtera pas cher. Il y a des manières d'agencer ça. Il croyait dans le projet. Oh, absolument. Il croyait dans le projet. Puis lui, c'est quand même, Éric, quand même un gars qui est visionnaire. Il est capable de voir... dans le futur. Oui, il est capable de voir un édifice puis se projeter dans le futur, qu'est-ce que ça peut être son potentiel. Puis moi, je trouvais ça... c'était pas voir une microbrasserie avec la production au centre-ville, parce qu'on n'avait pas vraiment une surface plate. On avait quand même... c'était restreint là, en termes d'espace. On était au centre-ville. On ne pouvait pas s'étaler trop que ça. Mais lui puis Pierre, ils ont réussi à nous faire un design là, en utilisant la cave, en utilisant la hauteur. Là. Donc, mezzanine en hauteur pour stocker le grain, la matière première. Donc, ça a vraiment bien tombé. Puis, ça a été... on n'aurait jamais... Je pense pas qu'on aurait même pu avoir moins cher ailleurs. Là. Donc, tellement que ça s'est bien fait. Oui, parce qu'on a regardé plusieurs autres sites. Là. Oui, OK. Puis en plus, c'est quand même, j'avais dit, prime spot. Là. C'est downtown, downtown, centre-ville, ça fait... Parce que j'ai l'impression que, tu sais, brasserie, ça fait centre-ville. Là. On dirait que ça fit ensemble. Oui, mais microbrasserie, de mon expérience, parce que je l'ai visité beaucoup là, dans le temps, là, puis j'en fais un devoir d'en visiter le plus possible quand je vais en quelque part. Souvent, c'est des endroits où c'est à loyer modique. Okay. Donc, des secteurs plus délabrés. Parce qu'une microbrasserie, c'est quasiment... L'aire de production, il faut que ça soit dans des loyers industriels. On ne peut pas payer des loyers de commerce de détail. Donc, à cause d'équipement? C'est que nous, c'est à cause qu'on occupe la place. Là, qu'on va payer le même prix qu'un magasin qui vend du linge. Parce que sinon, si on n'occupe pas cet espace-là, ça serait loué à quelqu'un qui vend du linge. Fait qu'il faut être efficace de la manière. Parce que vous avez besoin de beaucoup d'espace pour produire et non pas pour vendre. Exact. On a besoin de l'espace pour mettre les fermenteurs. Oui, c'est ça. Donc, les fermenteurs, on est chanceux, c'est en hauteur. Fait que ça compte. C'est pas très... ça occupe pas beaucoup de superficie. Exact. Puis, le canage puis l'entreposage, on est dans la cave. Fait que c'est un espace qui n'était pas très utilisable par une autre entreprise. OK, Donc, puis on a construit ça en hauteur. Donc, mezzanine, on est capable d'occuper de l'espace comme de façon... Fait que, si on regarde la brasserie, il y a 7 niveaux différents là, quand on part de la cave puis qu'on se rend jusqu'en haut. 7, OK. Oui, c'est assez... j'ai pas besoin de faire de Stairmaster. Des marches en masse. Exact. Fait que tout ça pour dire, dans le fond, l'édifice, la bâtisse était déjà finalisée, construite, tout fini? Non, pas du tout. Non, C'était en plein de développement. On est arrivé, là, Vous avez brassé votre bière là-dedans? Non, dans la bâtisse, elle a été construite pour nous. Oui, c'est ça, pour vous autres. OK. Donc, c'est ça. Fait qu'au moment de verser la première bière, ça ressemblait à quoi, la bâtisse? La bâtisse était finie. Fini, OK. Il y avait comme un café qui s'est ouvert, qui n'était pas encore ouvert, mais qui était en planification d'ouverture. OK. Il y avait la boutique au bout du monde qui était là. Oui. Donc, nous, on n'avait pas encore de salle de dégustation. Donc,
quand on a commencé à vendre notre bière, c'était dans le café. Donc, la bière pour emporter, là, on occupait un espace dans le café. OK. Donc, par la suite, le café s'est développé, a commencé à avoir de la bière qui se buvait sur place. Par la suite, en 2016, c'est là qu'on a pris de l'expansion. On a rajouté des cuves, puis on a mis un espace pour boire sur place, pour consommer sur place. OK. C'est pour ça que la première Tente Blanche, tu m'as dit? Oui. La première bière de l'histoire a été versée au deck. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, ça me ramène à l'histoire du Congrès mondial acadien. Oui. Donc, c'est ça. Donc, ça a été un moment où il y avait une grosse programmation, puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde extérieur qui venait nous visiter. Puis... C'était quelle date, quel mois? C'était mois d'août. Mois d'août, OK. Mois d'août. Oui, ben oui. 15 août, j'imagine? Ça culminait pas mal alentour du 15 août. OK. Donc, avec beaucoup d'événements auparavant. Là, je sais qu'il y avait le premier ministre du Canada qui avait fait une présence. OK, quand même. Roch Voisine, qui était un des porte-parole. Roch Voisine, oui. C'est ça. Donc, ça qui est arrivé, c'est que là, on avait nos produits qui étaient offerts. Puis, tu sais, c'était une bière. On avait 2 bières qui étaient extrêmement différentes. On avait Tente Blanche, qui était une blanche belge. Puis, on avait Bob Leboeuf, qui était une bière blonde belge. Donc, c'était de la bière que pour ceux qui consommaient de la bière dans la région, c'était pas les habitudes. Oui, c'est différent de la Bud Light puis de la Budweiser qu'on connaît bien. C'est ça. Ouais. Donc, ce qui est arrivé, c'est que là, les gens de l'extérieur, mais eux, venaient des centres où il y avait déjà des microbrasseries de l'extérieur. Donc, ils avaient une habitude, puis ils recherchaient ça, puis ils ont goûté notre bière, puis ils ont aimé notre bière. Puis ça nous a donné une validation externe de notre produit. Ben ouais. Donc, tu sais, comme les gens à l'extérieur venaient, puis ils disaient, elle est bonne votre bière, elle allait au deck, ils disent, vous avez une bière vous avez une microbrasserie de Manson, comme première, ça, c'était ce qu'on entendait souvent. Surtout dans le temps, là, c'est comme une nouvelle, c'est de quoi de grand. Exact. À ce temps, toutes les petites villes ont leur microbrasserie, mais dans ce temps-là, non. Là. Donc, c'est ça. Fait que là, les gens de l'extérieur qui valident que c'est de la bonne bière, mais les gens locaux disent, c'est sûr que c'est de la bonne bière, c'est une brasserie d'Edmondson. Donc, pas de... Fait que, tu sais, je pense que les gens ici sont assez fiers. Il y a une fierté là, de leur provenance, de leur origine ici. Oui. Puis je pense que la validation externe a vraiment contribué à notre essor. Fait que dans le sens que, je me questionne sur comment ça l'a aidé, parce que si c'est des gens de l'extérieur qui ont aimé votre bière, est-ce que ça serait pas préférable que ce soit des gens locaux qui l'aiment, vu que ça soit ça votre clientèle dans les prochaines... Premièrement, c'est que ça nous a validé auprès des restaurateurs. OK. Donc, tu sais, c'est ça qui nous a permis de rentrer dans les bars. Oui, OK. Puis qui nous a permis à avoir comme des comptes réguliers. Tu sais, c'est les gens, mettons, t'avais, comme je parle du deck, là, j'aime parler du deck, là, c'est des bons amis. Fait que, donc, eux, t'avais des gens de l'extérieur qui venaient manger au deck, il y avait notre bière, puis là, ils étaient contents, puis là, ils disaient, on est capable d'offrir une bière locale qui va se vendre. Donc, ça nous a permis de rentrer dans les restaurants en bouteille ou en fût. Puis, c'est à partir de ça que ça nous a donné comme un flow, là, comme, avec des comptes réguliers, là. Puis, parenthèse, sans nécessairement nommer de chiffres, est-ce que votre revenu vient plus des restaurants, plus des gens qui viennent? On parle d'aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, puis dans le temps, je suis curieux. Dans le temps, on avait... On vendait surtout chez Alcool Nouveau-Brunswick. Ouais, OK. Il y a ça aussi, OK. Puis il y avait la vente de fûts. Puis dans le temps, c'était-tu les bouteilles de vitre, là, les fameuses bouteilles avec les un... Stubbies, OK. Parce que pour ça... Dans le temps, quand on a commencé, on a regardé voir c'est quoi qu'on utilise, la bouteille ou la canette. Puis pour les microbrasseries, la canette, la technologie n'était pas encore rendue là. OK. On était vraiment là à la limite. Puis moi, j'aimais beaucoup le Stubbies. Ça me faisait là... Je voyais mes oncles quand j'étais jeune, là, sur la plage, là, qui buvaient de l'Alpine. Dans la bouteille Stubbies. Il y a une nostalgie là-dedans un peu. C'est une nostalgie. Puis quand on a commencé, notre branding était... autour de ça, Je pense pas que c'était la nostalgie, c'était plus historique. On n'a pas vraiment développé le créneau de nostalgie, mais plus historique. J'avais noté le mot rustique. Oui, rustique. Ça fait-tu ça? J'avais fait des... Ouais, en tout cas, peu importe. Là, historique, ça fait là-dedans. Ouais, OK. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, peu importe, OK. Ouais. Puis, OK, pour venir à ma question, justement, sur le pourcentage de revenus, peu importe. Là. Oui. Aujourd'hui, je dirais, là, c'est à peu près moitié-moitié brasserie, l'autre moitié Alcool Nouveau-Brunswick, bar-restaurant. OK. Donc, quand même. OK. Ouais.
Puis de plus en plus, on a une grosse partie là, qui est consommation sur place. Mais nous, notre site, on a toujours vendu beaucoup de bières sur place pour emporter. Donc, c'est pas exactement ça, là, mais je pourrais dire 25 bière pour emporter du magasin, 25 consommation sur place, 25 bar-restaurant, 25 magasin d'alcool nouveau produit. Ouais. Parfait. Par rapport à justement les premières stratégies, là, parce que on arrive dans une ville où le produit est inconnu, littéralement, puis le type de produit est inconnu. Là. Fait que j'imagine qu'il a fallu choisir judicieusement les premières bières à vendre. Là. Ouais. Bob Leboeuf puis Tente Blanche. Ça a été quoi le raisonnement de choisir ces produits-là? T'sais, de dire, OK, on va faire des on voulait faire quelque chose d'extrêmement différent. Oui. Ouais. Puis, faire une autre bière que comme industrielle, assez d'imiter une bière industrielle ou comme ça n'avait pas d'intérêt pour nous autres. On voulait vraiment explorer là, quelque chose qui avait du goût. Sortir de la boîte, là. Sortir de la boîte, oui. OK. C'est ça. Okay. Puis par la suite, mais là, il y a eu une grosse évolution. Là, ça fait pas si longtemps que ça. Là. D'autres, on a fait notre 12e année. Ouais. Mais le monde de la microbrasserie ou de la bière artisanale a vraiment beaucoup évolué. Là, avant, là, on parlait des IPA. Là, dans ce temps-là, c'était la bière la plus amère possible. Là. C'était la compétition quelle brasserie va faire la bière la plus amère. C'était ça, oui, OK. Puis par la suite, là, c'est les arômes qui ont commencé à développer. Fait que le Vermont, comme on a tout le temps entendu parler de New England IPA, qui était vraiment révolutionné le monde des microbrasseries. Ah oui, OK. Qui a amené comme une échelle aromatique incroyable, puis qui a développé un marché incroyable qui n'existait pas du tout là, quand on a commencé. Mm-hmm. Donc, ça a beaucoup évolué. Puis nous, on a toujours essayé de faire des styles différents. Donc, essayer d'amener... quand quelqu'un me dit « André, j'aime pas la bière », là, je dis « Ben écoute, ça se peut que tu n'aimes pas la bière, mais des fois, souvent, je vais dire peut-être que tu n'as pas goûté à la bière que tu aimes encore. » Fait que, je pense que tu allais dire que tu n'as pas goûté la note. Non, je ne pense pas que je dirais ça, là, mais souvent, des fois, tu sais, comme « Ah, c'est bonne cette bière-là. » Ou il y a des bières qu'on a faites avec des fruits, puis là, les gens « Oh, j'aime pas la bière, mais j'aime celle-là. » Il y a un grand éventail de... Absolument. Saveur, beaucoup d'exploration, créativité. Ouais. Donc, on a fait ça. C'est ça. Ça m'a toujours fait rire la phrase quand quelqu'un me dit « J'aime pas la bière, mais j'aime celle-là. » Je dis « t'aimes la bière. C'est nouvelle pour toi, t'aimes la bière. Au moins, t'en aimes une. Oui, c'est ça. Au moins, t'aimes celle-là. Ouais. OK, puis comment est-ce que... J'ai curieux de voir, mettons, j'aimerais comprendre le succès que ça a eu, puis comment vous vous êtes adapté avec vos produits, parce que, là, aujourd'hui, là, tu m'as mentionné 14 bières. Fait que, au début, il y en avait 2, au tout début, là. Oui. Ça fait que ça a beaucoup évolué, puis il y a eu des produits, de ce que j'ai remarqué, qui sont venus sur le menu, ou qui sont venus sur votre carte, puis qui a quitté. Oui. Puis il y a plein de mouvements, là, tu sais. Oui. Fait que, comment vous adaptez? Qu'est-ce que vous regardez comme données pour dire, OK, ça, on va l'enlever, ça, on va la garder? Comment vous ajustez tout ça, là? Bien, il y a plusieurs facteurs. Là. Au départ, je veux monter un portefeuille de bières pour essayer de satisfaire le plus de monde possible. Donc, donc une variété. Une variété, OK. Oui. Puis il y a des gens qui sont très spécifiques dans les bières qu'ils aiment. Il y a les bières ambrées. Il y a des gens qui aiment les bières ambrées, mais c'est le genre de bière, j'aime cette bière-là, puis c'est elle que je bois. Puis ils vont toujours la boire. Ouais. Quand on parle d'IPA, bien là, les gens aiment la variété. Ils aiment toujours essayer celles qui n'ont pas goûté encore. Fait que, c'est pour ça que les microbrasseries sortent tout le temps. Puis ça, c'est typique au IPA? Ouais. Fait que les consommateurs d'IPA aiment le changement, mais les consommateurs de... Je me souviens pas du ambré. Une bière ambrée. Une bière ambrée, c'est une blonde normale qu'on connaît? La bière ambrée, c'est, mettons, notre Louis XVII là, ou notre Bel Air qu'on produit maintenant, là, qui est une bière un petit peu plus rubis, si on veut. Là. OK. Qui est un petit peu plus de mal caramel. Donc, c'est une bière qui est un petit peu plus sucrée, foncée, si on veut. Donc ça, ces gens-là qui consomment ça, ils vont aimer la stabilité. Oui. C'est quand même curieux, ça. C'est quand même particulier que... OK. Puis, il y a d'autres bières que c'est « Ah, je veux faire différent aujourd'hui, je veux faire changement. Ouais. » Comme moi, j'ai tendance à boire souvent les mêmes bières, mais comme quand mettons, un soir, il y a une bière à boire, je vais essayer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent.
Donc, c'est ça. Fait que l'objectif, là, c'est vraiment monter un portefeuille qui va satisfaire les gens. Parce que là, on a un taproom. Fait que là, quand les gens viennent consommer sur place, il faut essayer d'avoir un éventail qui va essayer de faire plaisir à tout le monde. Oui. Donc, le dernier ajout qu'on avait fait, c'est une stout, qui était un peu qui est inspirée là, de la bière Guinness, là, qui est versée en nitro. Ça, c'est une bière qu'on a rajoutée. Puis, il y a des gens là, qui ils aiment vraiment ça. Là, puis, fait que là, on arrive, hey, vous avez ça ici, dit ouais. Puis, fait que, il y a une niche pour ça. Il y a une niche pour ça. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir essayer d'offrir quelque chose. Puis, fait donc, nous, on a souvent, les bières régulières, ça, c'est souvent, en premier, c'était des bières qu'on avait faites une fois, puis qu'on a refaites une deuxième fois. Puis là, les gens l'aiment, là, on la rajoute, on la garde. Fait que c'est plus les commentaires ou c'est plus les chiffres? Tu sais, les ventes ont augmenté parce que là, on a changé la bière, fait qu'on la garde puis on double la production? Ou? Je vais te dire un secret, OK? Oui. S'il vous plaît. Si la bière, moi, je ne l'aime pas, c'est souvent, souvent, je la garderai pas. OK. Parce que j'ai remarqué qu'une bière que j'aime pas, je la vends pas. Comme moi, personnellement, là, je la proposerai pas. Je comprends. Ouais. Puis pas parce qu'elle n'est pas bonne ou whatever, c'est qu'elle n'est pas dans mon range. Puis mon range est extrêmement large. Là. Mais tu sais, des fois, il y a des choses qui m'agacent dans une bière. Puis on a fait une bière, ce goût-là, ça m'agace. Le level qu'on a choisi, c'est intéressant, mais c'est pas ce que je veux faire. Tu sais, c'est comme un cuisinier. Là, il ne va pas se mettre à faire des plats qu'il n'aime pas. Là, il y a comme un aspect émotif, il y a un aspect connexion. Très émotif. Très émotif parce que je peux pas être dans... Le monde me parle des bières qu'elle choisit, puis je veux l'explorer. Puis je sais pas, je suis trop transparent, je suis pas capable. J'ai de la misère à compter des menteries. Là, donc, à être bon vendeur, entre guillemets. Oui, c'est ça. S'il y a des choses que moi j'accroche, puis souvent c'est des goûts personnels, on ne leur fera pas. Mais tu sais, c'est ça le guide général, là, mais en général, c'est l'équipe. On parle avec l'équipe, on parle avec tout de suite aujourd'hui, Michael, notre brasseur, qui a beaucoup, beaucoup d'input sur qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que lui aussi, là, mais c'est la même chose que moi. Là, une bière qu'il n'aime pas, là, tu vois qu'il il va avoir moins de désir à la perfectionner ou de l'amener à ce qu'on veut. Donc, j'avais l'impression que ce serait plus, mettons, une question de chiffre un peu plus, là, parce que il y a le côté émotif, mais il y a aussi le côté business. Il faut quand même que ça rapporte des profits. Tout ça, quand tu as 14 bières, tu ne peux pas t'attendre que les 14 bières vont être des c'est ça. Des home runs. Fait que tu peux te permettre. Théoriquement, si mettons, avec le temps, on commence avec 10 bières pour dire n'importe quoi, puis on se rend compte qu'il y en a 3 qui fonctionnent bien, puis il y en a 3 qui fonctionnent moins bien, puis il y en a au milieu, on pourrait essayer de recopier ou de faire ce qui a fonctionné avec les 3 qui ont moins bien fonctionné, puis les remplacer, non? Le modèle, c'est quel que je mets chez Alcool Nouveau-Brunswick. Chez Alcool Nouveau-Brunswick, on a 8 suites en ce moment qui est vendu dans les magasins. Donc, ça va être... Ça, c'est hors de mon contrôle parce que les chiffres vont décider si la bière reste ou non. Donc, à ce stade-là. Mais si la bière, elle n'a pas les chiffres là, pour rester chez Alcool Nouveau-Brunswick, mais moi, je peux décider de la garder pareil à la brasserie. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est complémentaire à mon offre. OK. Fait que... C'est ça, c'est plus une question... en fait, mon argument ou ma théorie s'applique plus à Alcool Nouveau-Brunswick que chez vous, dans le taproom. Puis, parce que j'imagine que, justement, un peu comme si c'est complémentaire. Fait que peut-être que des gens qui vont venir en gang de 3-4, il y en a une personne qui va aimer une bière en particulier. Fait que en ayant cette bière-là qui fait un peu moins de ventes, mais au moins, on peut desservir toute la clientèle. C'est un peu ça? Ça, c'est un des gros arguments qu'on a avec Alcool Nouveau-Brunswick, c'est qu'eux ont pris une approche de chiffre. C'est le chiffre qui va décider si la bière reste. Mais ça défavorise des styles un petit peu plus moins populaires, mais que les gens recherchent. Tu veux quand même une diversité. Tu peux pas t'attendre qu'une bière va faire plaisir à tout le monde. Ouais, non. Puis il y a des gens qui aiment un style de bière, puis tu sais, comme des stouts, là. Je parlais, c'est pas un style de bière qui va jamais... On n'aura jamais 40% de part de marché avec une bière stout. Ouais. C'est juste pas, c'est pas un mais produit grand public. 5% qui est fidèle, là, comme qu'eux, là, par exemple, Guinness, là, eux autres... pas tout le monde qui aime la Guinness, mais ceux qui l'aiment, ils veulent l'avoir. Fait qu'on va le savoir. On lance notre shutdown, là, qui est notre stout. On va la lancer chez Alcool Nouveau-Brunswick cet automne. On ne s'attend pas à des gros chiffres, mais il y a du monde qui va être content de l'avoir. Puis, fait que la stratégie dans ce cas-là, ça pourrait être moins grosse production,
mais quand même des clients fidèles. Exact. Fait qu'on pourrait dire, mettons que c'est 5 de votre production, mais que c'est tout le temps vendu à 5 puis constamment, ça reste un bon revenu, puis ça reste rentable pour vous autres. C'est ça? Bien, question de rentabilité, c'est que pour une bière, c'est que chaque bière ne coûte pas pareil à faire. Ah non, OK. Fait que les IPA, souvent, quand on tombe là-dedans, ou les bières avec des fruits, c'est des bières qui coûtent extrêmement cher. Donc, est-ce qu'on est capable de charger le prix de ce que vaut vraiment un IPA? Pas tout le temps. Tu sais, comme si on se compare au Québec, là, nous, notre bière la plus dispendieuse est 5,25 $. OK. La même bière au Québec se vendrait 7,5 $. OK. Donc, c'est juste que le marché ne nous permet pas de vendre plus élevé. Okay. Donc, c'est pas rien que les chiffres, là, c'est aussi si la bière est complexe à faire, si une bière est capable à faire rapidement. C'est ça. Mais pour la brasserie, l'éventail, c'est la diversité. C'est important. C'est vraiment important parce qu'on veut que les gens viennent s'asseoir et qu'ils soient capables de retrouver. Si on aurait juste... Si on utiliserait le modèle Alcool Nouveau-Brunswick puis juste garder nos bières populaires, ben on aurait juste des IPA. Ça serait probablement Kedgewick puis des IPA. Puis, ça serait ça. Ça serait ça. Puis la personne qui n'aime pas les IPA, ben, il serait mal servi. Est-ce que les gens viennent en gang souvent ou ils viennent... Oui. Ah oui, souvent. Oui. Fait que c'est un peu ça l'argument, en fait. C'est un peu ça la raison d'avoir une diversité. Parce que si tu vas avoir quelque chose pour tout le monde, justement. Oui. Ben, cet été, on fait une Radler. OK. Fait qu'une Radler, c'est pas compliqué. Là. Tu prends une bière régulière, puis tu rajoutes un jus de fruits. OK. Donc, c'est comme... c'est comme prendre un vin blanc puis rajouter du 7-Up. C'est ça. Okay. Mais on le fait parce que les gens le demandent. Il y a des gens qui c'est un style plus accessible pour ceux qui n'aiment pas trop la bière, mais que... Puis la problématique qu'on a eue en faisant ça, c'est que là, on a sorti cette bière-là. C'est une bière qui est un petit peu plus sucrée, si tu veux. Évidemment, il y a du jus. C'est une bière qui est basse en alcool, à peu près 3,6 si je me souviens bien. Mais là, les gens veulent l'apporter à la maison. Mais c'est parce qu'on peut pas. On ne peut pas la mettre en canette, on ne peut pas la mettre en growler parce que vu qu'on fait un mélange post-fermentation avec du jus, il y a un risque de refermentation qui pourrait poser un danger. Là. Donc, ça pourrait faire exploser les canettes ou ça pourrait faire exploser les growlers. Donc, Donc, ce que les grandes corporations utilisent, là, comme même Pumphouse, eux, ils pasteurisent la bière pour enlever ce risque-là. Donc, on n'a pas la pièce d'équipement pour pasteuriser la bière. Donc, c'est pour ça que... C'est-tu un objectif? Non. Je veux servir la clientèle. Mon objectif, c'est pas faire de la Radler. Non, c'est ça. C'est ça. Non, c'est ça. C'est pas dans la vision. Puis, exact. Justement, rapidement, c'est quoi la vision, peut-être plus la clientèle cible ou de ce que je comprends là, jusqu'à présent, c'est qu'on veut créer un espace puis il y a des raisons de se rassembler. Oui. C'est pas nécessairement... J'imagine que pour vous autres, la production grande échelle n'est pas intéressante. Non. Ouais. Non. Les marchés québécois, tout ça, un peu moins. Non. Non, m'intéresse pas. Moi, production régionale. Puis avec de la vente de la bière au Nouveau-Brunswick. On veut que les gens consomment notre bière fraîche. On ne veut pas qu'elle soit transportée dans un camion. On ne veut pas que la chaîne de froid soit brisée. La fraîcheur de la bière, c'est une bière qui n'est pas pasteurisée. C'est une bière qui doit rester au frais. Puis là, tu vas me dire, André, si pasteurise ta bière, dis ouais, mais c'est un compromis. Là, ça affecte le goût de la bière. Comme ils disent, là, tu parles à un Belge, là, tu pasteurises ta bière, il dit non, tu vas tuer la bière. La bière, c'est vivant. Là. Donc, ouais. Je suis très d'accord avec ça. C'est pas le même produit, une bière qui est pasteurisée. C'est juste deux choses différentes complètement. Exactement. C'est pas ça qu'on veut faire. Je comprends. Mais est-ce que ce serait possible de réfrigérer jusqu'en Ontario dans des camions réfrigérés? Oui. Mais je pense pas qu'économiquement, c'est désirable. C'est le transport exorbitant. Puis, pour vendre en Ontario, il faudrait que j'aille un produit que l'Ontario n'a pas. Là. Ce qui n'est pas le cas? Ben, si la bière au pickle, les gens ils se disent, hey, il n'y a personne d'autre qui en font. Mais si on fait une bière au pickle, mais peut-être une microbrasserie en Ontario va se dire, on va en faire une, puis ça va être ça. Là, c'est comme ça que je perçois ça. Là. C'est comme produit localement, distribué régionalement. Puis les gens, c'est mieux pour l'identité. Là. Comme
c'est pas mon modèle d'affaires ou le modèle désiré là, de faire ça. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Fait que quand on parle tu as parlé de vision, de mission. Ouais. Moi, comme on en a parlé au début, là, c'est qu'on veut créer un environnement que les gens partagent. Puis ce qu'on a voulu faire avec nos étiquettes, c'est toujours parler un peu de la région. Puis ce qui est intéressant, c'est que nous, ici, à Edmundston, on se trouve près de 2 frontières. Frontière du Maine, frontière du Québec. Okay, puis on est la porte d'entrée des Maritimes. Donc, nous, l'été, on le voit, les gens arrêtent. Les Québécois, les gens de l'Ontario, les gens de l'Europe qui traversent le Canada, bien, arrêtent à la brasserie. Puis, en parlant de la région, bien, c'est un bon stop parce que quand tu voyages ou quand tu es un touriste, bien, tu vas aller à une place qui va te donner l'essence de l'endroit, qui va te donner un avant-goût, parler à du monde local qui peuvent t'expliquer c'est quoi qui se passe. Puis, c'est ça qu'on a en arrière de la tête. Puis, nous, on est situé dans la forêt, on n'est pas sur la plage. Donc, on a adopté la thématique là, de l'aventure. Donc, ici, les gens aiment bien aller dans le bois, aiment bien faire du canot. Fait que je pense que nous, c'est ce qu'on veut vendre maintenant. C'est comme un de nos plus gros vendeurs, c'est la bière Kedgewick, qui représente la belle rivière. La rivière. Ça, l'idée de la Kedgewick, la première fois que je l'ai faite, c'est quand je faisais du canot. C'est quoi le bière que j'aimerais boire quand je suis en canot sur la Kedgewick? C'est ça qu'on a fait. OK. OK, c'est le fun, ça. Ouais, puis justement, on le voit là, avec différentes étiquettes. Bel Air, entre autres. Là, ça s'enligne de l'histoire. Tente Blanche aussi. En fait, c'était ça votre premier branding. Hein? C'était les personnalités locales qui s'étaient démarquées d'une certaine façon. La Snap aussi, même chose, un joueur de hockey. Fait que on a commencé à se détacher des personnages. Oui, c'est ça. Ben justement, c'est ça ma question. Hein? On a décidé d'aller plus vers l'expérience, parler de l'expérience, parce que ce qui se passait, c'est que, mettons, on pouvait vendre une bière Sœur Catherine, ces tablettes à Saint-Jean, là, ça ne dit rien à quelqu'un à Saint-Jean, là, Sœur Catherine, puis même qui disait Sour Catherine, c'est une bière sûre, Sour Catherine, non, c'est une IPA. Puis quand la bière sortait du contexte local, ça perdait toute signification. Il n'y a plus de sentiment d'appartenance. Exactement. Donc, c'est une des problématiques qu'on a eues. Donc, on a essayé d'essayer de retrouver une identité régionale, mais différemment. Donc, mais il n'y a pas peut-être un petit contradiction dans ce cas-ci où ce qu'on dit que notre cible, c'est justement le marché plus local et régional, mais qu'on va adapter notre produit pour plaire à un marché plus large? Oui, bien, je parle du Nouveau-Brunswick, là. OK. Fait qu'on dit régional, c'est la province? Oui, c'est la province, OK. Donc, c'est ça que je dis. Puis, tu sais, comme la Kedgewick, on l'a nommée comme ça dès le début, puis elle a très bien reçu partout, puis les gens du Nouveau-Brunswick. Fait que là, quand on commence à parler là, de Spoutnik, mais là, là, on parle d'un concept. On parle d'un band qui fait de la musique d'Edmundston, puis qui se sont déplacés un peu partout. Puis ça a un ancre à Edmundston. Les personnages, c'est plus compliqué à expliquer. Tu ne peux pas l'expliquer sur le texte d'une étiquette. Là. Ça s'explique extrêmement bien dans un taproom, parler vraiment de l'histoire, tout ça. Mais sur une étagère à l'extérieur de la ville, tu n'as pas besoin d'aller très loin, là, rendu à Woodstock. Là, ça perd son angle. Comment vous avez fait pour savoir, justement, parce que ça semble évident, si je prends l'exemple de Sœur Catherine, Sour Catherine, ça fait du sens, mais comment vous faites pour savoir ça, que les gens, dans leur tête, l'interprètent et le traduisent comme ça? Comment cette information-là est venue à vos oreilles? Tu vois un festival de bière, OK. Puis là, la personne te dit « Sœur Catherine, oh, c'est sour ». OK. Vous l'avez entendu même, OK. Ouais. Non, t'es sur le terrain, puis tu l'entends. Puis quand on va visiter les magasins d'alcool Nouveau-Brunswick, ben, t'entends le feedback. Il faut être sur le terrain. Tu peux pas juste rester... je peux pas juste rester dans mon bureau à brasser. Non, c'est ça. Il faut sonder le terrain, il faut parler aux gens. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal plus une question de relation, de connexion que de chiffres. Ouais. J'avais l'impression que c'était ça un peu. Là, moi, tu regardes les bières, qu'est-ce qui fonctionne pas, puis on ajuste. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas ça. C'est plus les discussions, être dans le taproom, être sur le terrain. Ouais. Justement, pendant le terrain, votre festival qui a changé de nom, qui était Funkin' Beer, qui est rendu le kilomètre zéro. Ouais. Ça a changé un peu le concept, si j'ai bien compris de ce que j'ai vu, c'est que vous vous êtes déplacé, là.
Oui. Il y a eu le festival, il y a eu le premier... je te laisse m'expliquer, c'est quoi le concept, à la place de dire n'importe quoi. Oui, on avait commencé à faire le festival Funk and Beer. Oui. Okay, donc, ça, c'est pas la brasserie qui faisait ça, c'est un comité. Puis la brasserie, évidemment, là, c'était le partenaire principal. Puis moi, j'étais impliqué dans l'organisation du Funk and Beer. Puis ça, c'est juste une idée qu'on s'est lancée. Hey, Funk and Beer, c'était le fun. Puis la musique funk. Puis Ouais. le monde dans le comité, ben, ils amènent la musique funk. Puis ils disent, écoute, on verra pas vraiment ça dans d'autres contextes où on voit pas ça beaucoup ailleurs. Essayons ça. Puis on l'a fait. Puis ça a très bien marché. On l'a fait plusieurs années. Il y a eu le COVID là, qui a fait une interruption. Puis par après, c'est que là, on était à l'écoute des gens. Puis là, les gens, là, on faisait un après-midi, on faisait une dégustation de bière, puis une soirée, où il y avait un spectacle. Puis c'était compliqué à vendre le concept. Ils disaient, écoute, si tu participes à la dégustation de bière l'après-midi, puis tu peux participer au spectacle le soir, ou tu peux acheter un bière. C'était extrêmement compliqué là, à faire. Puis le format, c'était le format de Funk and Beer, on avait en bout de ligne, on avait 2 licences d'alcool séparées. Okay. Parce qu'une dégustation de bière, quand on amène plusieurs microbrasseries alentour pour faire goûter leur bière, on a besoin d'une licence spéciale pour faire ça. Okay. C'est une licence de dégustation. Donc là, c'est seulement une entreprise à but non lucratif qui peut faire une dégustation. Donc, il a fallu qu'on fonde une société à but non lucratif pour organiser le festival. Donc, c'est ça qu'on a fait. Puis là, pour la portion spectacle, mais là, c'était la licence d'alcool, la brasserie qu'on utilisait pour qu'on puisse vendre de l'alcool. Fait qu'on avait 2 événements extrêmement séparés avec 2 licences d'alcool extrêmement spécifiques. Puis ça nous mettait dans un cadre qui fonctionnait de façon extrêmement difficile. Les gens qui voulaient participer l'après-midi, mais ils disent, je veux juste participer, je veux pas boire la bière, je veux juste faire partie du party. Ils disent, on peut pas. C'est comme... on ne peut pas te vendre d'autres alcools parce qu'on est restreint par le format de la licence. Donc, là, on a décidé, on va refaire... On a écouté les commentaires, puis année après année. C'est pas que ça n'a pas marché, c'est juste qu'on était contraint par les licences d'alcool. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Fait que là, on a décidé de faire le nouveau festival Kilomètre Zéro. Donc là, rendu en 2024, 2025, 2024, quand on a commencé à faire ça, on voyait la difficulté de faire venir des brasseries à Edmundston. C'était rendu de plus en plus difficile. Les brasseries étaient extrêmement sollicitées à participer à des choses. Puis c'est quand même assez dispendieux là, à avoir de la représentation sur le terrain. Donc, on voyait que c'était de plus en plus difficile de demander à des brasseries de venir sur place. Fait qu'en bout de ligne, on finissait toujours avec les mêmes brasseries qui étaient à proximité. Là, avoir une brasserie d'Halifax, c'était difficile. Parce que là, on parle de 8 heures de voiture, puis là, c'était comme qui était une complexité. Fait que là, c'est là qu'on a décidé en 2024 qu'on est venu avec le concept et dire, écoute, l'aspect dégustation, on va la faire différemment. C'est que ça va être nous qui va aller chercher les bières chez les producteurs d'alcool. Puis, la bière, elle va être vendue en format. Donc, tu peux l'acheter en 4 onces, tu peux l'acheter en 8 onces, tu peux l'acheter en 16 onces, qui est le format d'une grosse canette. Donc, c'était un format on n'était plus contraint à la licence d'alcool de dégustation l'après-midi. Donc, on pouvait vendre d'autres types d'alcool. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne buvait pas, mais ça ne coûtait rien. Il n'y avait pas de problème. Donc, s'il voulait juste boire des boissons non alcoolisées, bien, il y avait l'option de le faire. Donc, c'était plus rassembleur. On n'excluait pas le monde qui n'était pas intéressé à la dégustation, mais du monde qui voulait participer au party. Donc, c'est un peu ça le festival Kilomètre Zéro. Cette année, on ne le fait pas. On a décidé de ne pas le faire. Ah ouais, OK. Je dirais que l'année passée, ça a été un extrêmement beau party. Mais en septembre, c'est difficile. Il y a la chasse, il y a le retour d'école, il y a tout qui rend ça difficile. Puis aujourd'hui, j'ai remarqué que c'est de plus en plus difficile de vendre des billets pour les événements. Les gens, ils vont attendre la dernière minute. Ça leur tente d'y aller, ils vont acheter le billet. Donc, nous, quand on organise un gros événement, on investit 30 000 $ des dépenses, etc. Puis que les gens attendent la dernière minute pour les billets. Là, si Météo Média a le malheur d'annoncer qu'il va peut-être avoir de la pluie, mais là,
ça vient de mettre un frein à ton événement alors qu'on a tout prévu. Ouais. Donc, c'est plus incertain. Là. Ouais. Donc, l'énergie qu'on devait mettre pour prévendre les billets était énorme. Puis la réponse, je pense que c'était pas juste face à notre événement. Je pense que si tu parles de n'importe quel événement ou promoteur, vendre des billets d'avance, c'est de plus en plus difficile. Oui, OK. Ouais. Ben, surtout, j'imagine, quand c'est une nouvelle initiative, où il y a certaines personnes qui ne connaissent pas, plus réticents. Oui, c'est ça. L'année passée, l'événement était un succès. Oui. Je pense que le nombre de participants n'était pas à la hauteur qu'on voulait. OK. Puis il y avait la météo qui s'annonçait qui était un petit peu désastreuse. Puis finalement, il a fait beau. Là, OK, ouais. Mais, mais c'est pas grave s'il fait beau, c'est la prédiction, c'est la météo qui est les jours avant qui nuit à l'événement. Exact. Donc, c'est un peu tout ça qui fait que c'est difficile. Ouais. Fait que l'énergie, ça demande extrêmement beaucoup d'énergie, d'effort. On aimait tout faire. On avait un beau comité de bénévoles qui nous a aidés à faire ça. Mais moi, j'ai dit, écoute, je peux. J'ai une job à faire. Oui. Un travail, puis on va y donner une pause, puis on va se repositionner. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup là, ces temps-ci, qu'il y a beaucoup d'événements là, qui sont cancellés. Rapidement de même, selon toi, ça a ce rapport avec l'économie qui va moins bien? Je pense que oui. Ouais. L'économie, les gens, ils veulent pas... en finance, ils veulent garder l'optionnalité. OK. C'est comme s'ils vont y aller, ils vont savoir qu'il faut qu'il fasse beau, il faut que mes chums y aillent, il faut que toutes les conditions soient rassemblées, sinon je vais prendre mon argent, je vais faire d'autres choses. Faire d'autres choses, oui. Ouais. Donc, c'est acheter un billet d'avance au mois de mai, je pense pas. Pas sûr. Ouais. C'est pas sûr. Fait que, je comprends le monde. Il faut faire des choix. Il faut choisir à quoi qu'on veut, c'est où qu'on veut participer, où est-ce qu'on veut mettre notre argent. Puis les gens sont plus sélectifs. Puis je comprends ça. Là. C'est pas, c'est une question de ressources. Quand on a un peu moins de ressources, dans ce cas-ci, les finances, on les utilise avec plus de précaution. Oui. Mais le revers de ça, c'est que les gens, s'ils ne se commettent pas quand on fait des événements, mais il va y en avoir moins d'événements. On voit ces médias sociaux que les gens parlent, hey, ça serait le fun d'avoir des événements, mais ça prend des bénévoles, beaucoup de temps, puis il faut que les gens participent. Mais c'est correct, il n'y a pas... Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Oui, puis c'est aux entreprises, aux entrepreneurs de s'adapter à la population, aux demandes de la population. Parlant de s'adapter, le chalet, qui est une on va dire, division sous le thème de la restauration, je sais que c'est pas nécessairement un restaurant, c'est pas une cantine, je vais te laisser la chance de le définir, là, mais le chalet qui est ouvert depuis pas si longtemps puis qui va continuer de progresser dans les prochaines semaines, prochains mois. Vous avez commencé à offrir de la nourriture. Oui. C'est quoi le chalet? Premièrement, c'est pas quelque chose qui était dans les plans. Tu sais, quand je te disais, là, je fais pas de plan de 5 ans. En décembre, tu m'avais parlé qu'il y avait un nouveau restaurant qui allait là. On avait déjà un restaurant qui était opérateur, qui a décidé de fermer ses portes en février. Puis même quand il a décidé de fermer ses portes, c'était pas dans nos plans d'aller vers la restauration. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un opérateur qui a dit, écoute, je vais l'opérer de la cuisine. Donc, il y a Jamie Galland-Côté qui a travaillé dans les 2 restaurants qui étaient sur place. Elle connaissait très bien le milieu. Moi, je la connais très bien aussi. Elle a décidé qu'elle voulait opérer la cuisine. Mm-hmm. Puis que... j'ai dit, OK, parfait. J'ai dit, parlons-en. Comment qu'on fait ça, puis tout ça. Donc, là, ce qu'on a décidé de faire, c'est que la semaine passée, là, comme je dirais, la fin... Là, on est rendu à la dernière semaine de mai. Ouais. Elle a ouvert ses portes, puis elle sert la nourriture juste du côté de la brasserie. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le chalet. C'est que là, tout de suite, on est en train de travailler sur un nouveau concept pour occuper l'espace de l'ancien restaurant. Oui. Donc, on ne fait pas un restaurant, on ne fait pas un bar. On va faire un nouvel environnement. Donc, il faut rester à l'affût. Là. Fait que c'est pas un bar, pas un restaurant. Ouais. Comment on le définit? C'est un centre où on parle de
cuisine, bonne bouffe, bière, événements, rencontres, discussions. Un lieu de rassemblement. Oui. Donc, il va être... je pense pas qu'on va pouvoir... Il y a rien qui ressemble à ça dans la région. Mm-hmm. Mais c'est une extension naturelle de ce qu'on fait déjà. Quand on a parlé de commencer à faire de la nourriture dans la brasserie, on dit, ben écoute, il faut quand même garder l'esprit de la brasserie parce que nous, à la brasserie, c'est quand même les 5 à 7. C'est là, les gens. Fait que là, la nourriture, c'est bien, mais on veut pas... On ne vient pas à un endroit où on prend des réservations côté de la brasserie. Donc, on veut garder le dire, écoute, à soir, on va là, on va voir qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer. Ouais. Puis si on veut manger, bien là, mettons, on peut. Ouais. Si on veut prendre une bière. Le modèle plus ouvert que dans un restaurant où, comme tu dis, on réserve, puis là, on s'en va au restaurant. C'est ça. C'est moins ça. C'est plus comme, c'est disponible, puis vous viendrez virer, puis si vous voulez manger, vous mangerez, puis sinon, c'est pas grave. Ouais. Genre. Puis c'est un produit, Jamie dans la mi-vingtaine. Donc, on est venu à la réalisation qu'il n'y a pas grand-chose pour les gens dans leur catégorie d'âge. Donc, c'est quelque chose qu'on voit assez de... Fait que c'est votre clientèle cible, c'est ça? Ça va être ça, oui. Donc, les jeunes de la vingtaine? Oui. Fait que le côté brasserie, ça ne change pas, ça reste pareil. Mais on veut essayer d'offrir quelque chose, un environnement qui est plus adapté à la clientèle plus jeune. Comment vous allez y arriver? Comment vous allez attirer ces jeunes-là? On travaille là-dessus. As-tu des idées? As-tu des pistes de... Oui. Je ne suis pas prêt d'en parler. Pas prêt d'en parler? Non, mais on a des bonnes pistes. Puis on voit, là, on a sorti le chalet. Puis ça, c'est un travail qu'on fait avec Phil Atomique, là, qui est votre branding, votre branding, votre image de marque. Ouais. Puis c'est lui qui est venu avec le concept. Puis, au départ, on a dit, on comprend pas ce que ça veut dire. Il dit, ouais, mais... on se rencontre au chalet, on s'en va au chalet. Je dis, ouais, je le vois. T'en parles, puis là, ça nous a tout donné une vision. Fait que on se retrouve au chalet. Ouais. C'est ça un peu là, qui va être le... Ouais. Et comme tu dis, justement, ça fit avec c'est une extension naturelle, tu sais, un lieu de rassemblement. Oui. Chalet, c'est ça. Un chalet, c'est un lieu de rassemblement. C'est une place pour se rencontrer puis pour passer un bon moment. Oui. Puis pour moi, c'est important que ça soit organique. Là. OK. On est vraiment littéralement en train de finaliser comment on fait ça, l'approche qu'on va faire, mais on veut d'ouvrir assez rapidement là, pour ouvrir cet été. Oui, ben pour l'été, j'imagine l'été, ça va amener du tourisme, de l'achalandage que vous ne voulez pas passer à côté. Là. Oui, exact. Ouais. Mais, tu sais, on pense pas que c'est comme un produit qui va être rien que pour l'été. On pense que c'est quelque chose qui va être bon à l'année. Mais si tu veux ouvrir avant l'automne. Ouais. Puis il y a aussi un autre changement de sujet complètement. Là. Je voulais pas passer à côté de ça. Comme je disais au début, tu es allé en Afrique, quand même pas rien, là, au Cameroun et au Sénégal, avec l'entreprise Diversis. C'est une entreprise? Oui, c'est une entreprise locale, oui. En fait, c'était pour justement là, mettre sur pied des formations pour les femmes entrepreneurs. Oui. Comment tu t'es retrouvé en Afrique pour faire ça? Bien, Lauriane Cyr est à la tête de Diversis, qui est une entreprise là, elle fait une consultante en immigration, en premier. Mais deuxièmement aussi, c'est une formatrice. Elle fait beaucoup de programmes de formation. Elle travaille beaucoup à l'international. Donc, elle a eu beaucoup de mandats. Elle est allée en Afrique là, X nombre de fois. Ça fait longtemps. Ça fait plusieurs années. Là. Puis je peux te dire que j'ai voyagé avec elle, là, puis je peux te dire qu'elle sait comment se déplacer là-bas, puis comment se débrouiller. Là. Donc, c'est ça. Elle fait plusieurs années qu'elle travaille sur un projet de littératie numérique pour les femmes entrepreneurs. OK. Donc, c'est à travers Savoir-se-faire, qui est une entreprise qui est située à Fredericton. OK. Que moi, personnellement, j'ai déjà travaillé avec eux pour faire des formations là, quand j'avais mon autre entreprise. Donc, elle avait besoin d'un expert en numérique pour adapter le produit pour les femmes entrepreneurs. Donc, on a monté un programme vraiment pour des entrepreneurs établis ou en démarrage. On a fait 2 formations séparées pour leur montrer les outils qui sont disponibles pour vraiment se numériser. Donc, exemple? Donc, ben, le programme
c'était pas d'enseigner des outils. C'était ça la grosse affaire, c'était qu'on a monté un des programmes. Le premier programme qu'on a monté, c'était pour les entrepreneurs établis. Oui. Des entrepreneurs faisaient plusieurs années qu'ils étaient en entreprise. Ils étaient établis, faisaient peut-être face à des nouveaux défis où il y avait des changements, il y avait besoin de se repositionner sur. Fait que nous, on a fait un exercice là, comme si tu faisais comme un plan stratégique. OK. Donc, chaque entrepreneur doit se reposer en question ce qu'ils se voient, où c'est qu'ils veulent aller, c'est quoi leur force, c'est quoi les produits qu'ils font, est-ce que les produits sont bien pricés, puis tout ça, etc. Puis, tu sais, le gros facteur limitant en Afrique, c'est le prix des outils. Comme, tu sais, ici, on utilise facilement QuickBooks, là. Mm-hmm. Mais ici, un abonnement de QuickBooks pour une petite entreprise, ça peut être 75 $ par mois. Ouais. Là-bas, c'est pas accessible. Non? Pas, non. Qu'est-ce qui fait que c'est pas... C'est juste les revenus. Là. On n'est pas dans la même échelle de revenus. Oui, je comprends. Nous, salaire moyen au Canada, je ne sais pas il est combien, là, mais là-bas, c'est une fraction. Oui, c'est ça. Autour de 50 000, mettons, ou 60 000. Ouais. Mais là-bas, je pense qu'au Cameroun, on peut parler plus proche de 2000. OK. Donc, c'est une réalité qui est vraiment différente, mais la réalité des entrepreneurs là-bas est la même chose qu'ici. Oui? Moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises ici, puis quand je suis allé là-bas, j'ai vu que la réalité, il y a des défis différents. Les ressources, puis tout ça, l'environnement, mais les problématiques, là, comme problème d'employés, problème de budget, problème de tout ça, c'est la même chose. Donc, les gens, ils vendaient des produits, puis des fois, ils ne savaient pas c'était quoi leur casse. J'ai vu la même chose ici. Là. Donc, quelqu'un qui s'en sort en entreprise. Fait que, puis j'imagine que savoir c'est quoi son casse, c'est à peu près la base. Oui, c'est la base. C'est à peu près le premier move à faire en finance. Là. C'est la première chose à regarder. Ouais. Parce que je sais pas. Quand on se lance en affaires, il faut savoir comment les choses te coûtent. Oui, c'est ça. Je ne suis pas expert en finance, mais... Ouais. Mais je pense que j'ai vu ça ici aussi. Là, oui, c'est ça. Donc, moi avec mon travail, puis aussi avec mon expérience chez Google, j'ai appris à connaître beaucoup du software qui était gratuit. Là. Donc, tout l'environnement Google, Google Doc, Google Sheet, etc. Puis là, maintenant, tu as les ChatGPT. Oui. Comment utiliser ChatGPT. Moi, j'ai introduit tous des outils comme le ChatGPT Cloud, puis tout ça, comme des amplificateurs. Oui. Pas des outils qui vont te remplacer, mais des amplificateurs. Donc, si tu dis des niaiseries à ChatGPT ou à Claude, là, ça va te sortir des niaiseries. Mais c'est capable d'amplifier, comme un micro. Là. Le micro va te faire parler plus fort, ça va t'aider à aller plus loin, différent, mais ça ne te rendra pas plus intelligent. Ah, c'est bien dit, ça. Mais justement, rapidement, la fameuse question d'intelligence artificielle, parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Oui, beaucoup. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous remplacer, va nous remplacer? Ouais. Pas dans on entend beaucoup parler de ça, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qu'on a tout de suite, c'est des LLM, Large Language Markup. Ouais. C'est des outils de prédiction de langage. Tu écris, puis là, ils utilisent leur banque de données. Puis tout de suite, le gros sujet, c'est l'AGI. C'est Artificial General Intelligence. C'est quand l'intelligence artificielle va être au niveau de l'humain pour prendre des décisions. Puis toutes les discussions que je vois, moi, c'est souvent ce que j'entends, puis la preuve qui est démontrée, parce qu'il y en a qui disent que c'est atteint déjà, mais c'est plus du marketing que d'autres choses. Ouais. Parce que l'être humain a un jugement par son expérience, par ce qu'il ressent, par sa physiologie. On a un instinct, des fois, on est capable de savoir... un sixième sens, genre? Oui, un sixième sens, mais c'est juste que des fois, on est à l'écoute. Là, comme, l'exemple, j'ai écrit un article là-dessus, c'est comme tu amènerais une Tesla à Douala, là, la Tesla ne ferait rien. Là, parce que le trafic est chaotique. Puis il est chaotique pour quelqu'un de l'extérieur, mais là-bas, il y a un code. Là. Le monde, les motos, ils se dépassent, puis tout ça. Puis ils se regardent, puis ils font un petit bip, puis ils disent écoute, il y a un langage. Il y a un langage qui est là que moi, je ne comprends pas. Fait que moi, je ne pourrais pas conduire. Oui. Je pourrais éventuellement apprendre à l'apprendre. Mais une Tesla, là, s'il y a
la manière que les motos tournent. Puis, tu sais, les gens vont à sens contraire. Les lumières, il y en a qui arrêtent, puis il y en a qui n'arrêtent pas. C'est un autre environnement qui s'est ordonné là-bas dans le contexte, mais qui n'est pas programmable. La Tesla ne pourrait pas comprendre toutes les subtilités. Est-ce qu'elle pourrait apprendre? Elle peut apprendre à partir d'exemples précis, mais dès qu'il y a... je vais te donner un exemple. Mon frère, j'en ai parlé avec mon frère. Il dit... le test, là, c'est que là, tu es en voiture qui se conduit tout seul. Ouais. Tu n'as pas d'intervention que tu peux faire pour arrêter ou continuer dans la voiture. C'est la voiture qui décide. Tu as une personne qui est couchée sur le bord du chemin qui te fait un signe. Est-ce que toi, ton feeling, il dit « Oh, lui, il veut me voler ou il a besoin d'aide? » Tu es capable de juger ça? Oui. Le char ne sera pas capable de faire ça. Mm-hmm. Il peut Jamais? Il peut, mais après, il va y avoir d'autres choses. Ça va être une autre affaire. C'est comme... Il peut pas prévoir toutes les éventualités. Le nombre de sensors que ça va prendre pour essayer de prévoir toutes les éventualités. Il faut qu'il ait vécu la problématique avant pour l'améliorer. C'est comme l'aviation. Il y a un accident d'avion. Ils vont faire des modifications après l'accident parce qu'ils ont appris. Oui, on apprend des erreurs. Ouais. Mais ils ne se mettent pas à prévoir des choses qu'ils n'ont jamais pensé. Non, c'est ça. OK, ben justement, si on pousse un peu plus loin, si l'intelligence artificielle passe à travers toutes ces erreurs-là, puis s'adapte, s'adapte, un peu comme un humain, est-ce que ça voudrait dire qu'il pourrait nous surpasser? Parce qu'on fait le même processus. Ben, écoute, les ordinateurs ont l'avantage de la rapidité du compute. Fait que ça va être difficile de battre un ordinateur pour faire des combinaisons aux échecs. Là, mais les échecs, c'est un environnement fermé. Tu as des règles. Tu as un ordinateur qui peut battre tout le monde aux échecs. C'est pas un problème. Mais là, si tu... l'être humain a toujours l'intelligence de trouver, de bypasser des loopholes. Tu sais, comme tu as une loi, là, mais là, il y a quelqu'un qui va figurer comment comme passer à côté de la loi. Ouais. C'est infini, là, la manière de contrecarrer des lois. Là. Donc, l'ordinateur, il faut toujours que tu le programmes. Il faut toujours qu'il soit capable de le percevoir. OK. Ça voudrait dire, parce que pas longtemps, sur le podcast, là, je parlais avec Pierre Michaud, qui est contracteur général. Puis là, j'ai demandé si l'intelligence artificielle pourrait éventuellement, un robot, peu importe, pourrait remplacer un charpentier, un ouvrier. T'sais. Puis il me dit impossible, jamais. Il y a trop de détails, il y a beaucoup trop de petites choses à prévoir, à calculer. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Je pense que oui. Puis moi, ce qui m'inquiète plus, là, c'est que je vais donner l'exemple d'un comptable. Il sort de l'université, il va travailler dans un bureau comptable, veut faire son CA. Fait qu'il va faire les petits jobs plates, là, comme la job de 2 mains dans la pâte, puis qui va lire les documents. Puis, la calculatrice. Exact. Fait que c'est à partir de ça que tu gagnes ton expérience, puis après que là, tu vois une situation, ton expérience te dit « Ah, ça ». Mais là, tout de suite, maintenant, ce qu'ils font, c'est que là, tu mets ça dans l'intelligence artificielle. Comme tu vas mettre... je vais te donner... je vais investir dans une compagnie, là, fait que je vais te donner 10 rapports. Fait que, l'intelligence artificielle va être capable de détecter selon les paramètres passés de comment on évaluait des compagnies. Mais s'il y a une personne qui a trouvé une manière de fudger les chiffres que tu n'as pas vu, un comptable d'expérience va le sentir parce qu'il a passé des années. Comme il va voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, il y a un feeling. Ça devient un feeling, oui. Ouais, ça devient un feeling. Puis c'est ça l'expérience. Fait que si on développe des comptables qui n'ont pas eu passé le temps vraiment à essayer de voir tous les cas, des exemples, puis ils vont dépendre des systèmes, c'est que ça va limiter la valeur du professionnel. Puis je pense pas que l'ordinateur peut remplacer ça. La valeur de l'expérience, puis de l'instinct, puis du sixième sens, comme on disait. Exact. C'est intéressant, ça, quand même. Là, on rentre dans le segment Braillon. Okay. Venant de Montréal, puis étant dans la région depuis 2003, est-ce que tu te considères Braillon? Oui.
Oui. Absolument. Mes enfants sont nés ici. Ouais. Ouais. On t'a assimilé. Oui, absolument. Oui. Puis, je dirais que mes amis sont probablement d'accord maintenant. Oui, OK. Ouais. Quand je suis arrivé ici, j'étais le gars de Montréal. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Uh-huh. Qu'est-ce qui t'a accroché ou qui t'a plu de notre région? Bien, mes parents sont acadiens. OK. Ma mère vient de Shediac, mon père vient de Grand-Digue. On avait un chalet à Grand-Digue. C'est la terre de mes grands-parents. Mon grand-père était pêcheur d'homard. Donc, moi, j'ai passé mes étés au Nouveau-Brunswick. Puis on passait... Puis Edmonton, ça a toujours été midpoint. Oui, c'est ça. Ouais, le classique. Là. Depuis que je suis tout petit, on est rendu à moitié chemin. Là, ouais, on arrête au McDo. Ouais, c'est ça, exact. Fait que... puis... Moi, je trouvais que la vie de ville, penser à avoir des enfants, je dis, je veux pas que mes enfants grandissent dans une ruelle. C'était pas... Ouais. Je vivais sur l'île de Montréal. Puis là, si on va vivre à l'extérieur, ben c'est quoi? Faut voyager en auto. Puis je me voyais pas là. Fait que quand que Chantal, ma conjointe, a terminé ses études, j'ai dit, écoute, tu as étudié toutes ces années-là, c'est à toi de décider dans quel environnement que tu veux travailler, puis moi, je vais te suivre. Je suis capable, moi, je vais m'adapter. Puis je vais faire, je vais me trouver de quoi à faire, je ne suis pas inquiet. Mais toi, tu as passé toutes ces années-là à faire, puis comme, je sais que tu vas être bonne, tu vas exceller dans ce que tu fais, puis tu aimes faire ce que tu fais. Fait que choisis ton environnement. Parce que je t'ai vu, elle a fait des stages dans des endroits, puis elle dit, oh boy, je ne pourrais pas rester. J'aime ça, pas un bel environnement à travailler. Ouais. Puis elle est venue faire des stages ici à Edmonton pendant qu'elle était étudiante, puis elle aimait vraiment l'environnement. Elle dit, écoute, c'est d'autres choses. Puis, tu sais, la nature est toute à proximité. Puis aujourd'hui, c'est encore plus facile parce que, tu sais, avant, excuse-moi, on disait que si on avait besoin de quelque chose, c'était bon, il fallait que tu ailles à Montréal, il fallait que tu ailles à Québec, il fallait que tu ailles à Moncton. Maintenant, il y a Amazon. Là, Amazon est là, c'est ça. J'aime bien encourager les entreprises locales. Ben oui. Souvent, il y a des produits qu'il n'y a juste carrément pas ici. Puis même pour l'entreprise, c'est quelque chose qui a vraiment changé parce qu'il y a des outils, des affaires qu'on n'a pas puis qu'on est capable d'avoir 2 jours après. Là, ça a changé la donnée. Oui, puis c'est ça. Je partage ton point de vue là-dessus. Je pense qu'Amazon, oui, c'est sûr que ça donne un coup sur certaines entreprises qui vendaient des produits qui, là, sont remplacés, entre guillemets, par Amazon. Là. Mais d'un autre point de vue, tout ça, la technologie, le travail à distance, ça peut faire en sorte qu'il y a certaines personnes aussi qui vont... là, je parle du travail à distance et qui vont rester dans la région parce qu'ils peuvent travailler en ligne ou peu importe. Fait qu'il y a quand même des avantages à cette je pense qu'il y a plus de personnes qui se permettent de rester à Edmonton à cause de ça. Oui, que leur travail leur permet de faire ça. Puis, ouais. Puis, tu sais, considérant ça, mettons que tu as un job mettons en finance, là, pour prendre ton exemple, ben, pour avoir un travail en finance en ligne, avec un salaire qui serait peut-être moins disponible dans une région comme nous autres, comme la nôtre, mais rester quand même à Edmonton, avec un coût de la vie qui est peut-être inférieur à une grande ville. Fait que, il y a des avantages quand même à ça. Mais rapidement, justement, je me demandais sur comme qu'est-ce qui nous démarque, mettons Edmonton versus Montréal ou versus d'autres villes. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on fait ou une façon d'être qui... Bien, quand je suis arrivé ici, là, j'ai souvent fait de la comparaison, là, le village gaulois. Là. OK. On était un petit peu à l'écart des grands centres. Pas tant que ça, là, mais on était quand même isolés dans une région. Ouais. Puis il y avait une belle culture, comme un sens de communauté assez fort. Oui. Mais qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui passent. Comme chaque livre d'Astérix, c'est comme quelqu'un qui vient de l'extérieur. Qui visite. Puis, on est quand même un carrefour ici. Là, on est l'entrée des Maritimes, comme je disais avant, aux frontières du Québec, du Maine. On est quand même dans un environnement où c'est que on est un peu à l'extérieur, mais on est
on peut se considérer au centre. Oui. Puis je pense que tout ça a fait que le fait qu'on était à l'écart, ça a développé un grand sens de débrouillardise puis d'ingéniosité que j'ai remarqué. Ça, c'est les premières choses que j'ai remarquées quand je suis arrivé ici, que j'ai apprécié beaucoup. La débrouillardise puis l'ingéniosité, ça m'étonne un peu, mais tu sais, encore là, moi, j'ai pas je suis très jeune, puis j'ai pas la perception. Là, quand tu es dedans, tu vois pas ça. Fait que c'est intéressant. Là, j'ai 3 questions en rafale. Tu réponds par oui ou non seulement. Puis on pourra élaborer après. Oui. Edmundston offre une meilleure qualité de vie à ses citoyens que Montréal. Oui. Rapidement, à part de ça. Oui. Les bières artisanales vont un jour occuper la majorité des parts de marché de la bière. Je pense pas. Non? Le niveau de compétence en finance des entrepreneurs du Nord-Ouest est inférieur à ce qu'il devrait être. Oui. Oui. On peut aller sur cette question-là. Ouais. Il est inférieur? Oui. Ta question, j'ai bien fait attention à ce que tu as dit, devrait être. Oui, devrait être. Ouais. Donc, il y a toujours de la place à être meilleur. Oui. Moi, je trouvais pas que c'est une question qu'on se compare entre ici et ailleurs. Non, c'est ça. Mais l'intelligence financière, c'est quelque chose qui semble mystérieux. Puis des fois, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui font très confiance à des consultants ou des gens de l'extérieur pour leur dire quoi faire, alors qu'ils ont tous les outils, mais ils n'ont pas la confiance. OK. Donc, l'intelligence financière, c'est quelque chose qui fait peur. Je veux dire, c'est un petit peu mystérieux, puis il y a comme un mystère qui se met là-dessus. Oui. Les chiffres, c'est une complexité mais c'est pas complexe. C'est pas, non? Non, je pense pas. Moi, je trouve que c'est complexe. Moi, je trouve que, mettons, c'est un des départements que je trouve qui est difficile puis intimidant. Les finances, la comptabilité, tout cet univers-là. Pourquoi c'est pas si... peux-tu m'éclaircir un peu? Qu'est-ce qui fait que c'est si simple? Bien, la finance, c'est de la mathématique pure. Tu n'as pas besoin de faire tu peux faire des hypothèses, tout ça, là, mais c'est basé sur de la mathématique des faits et des choix. Fait que les entrepreneurs sont capables de faire des choix, sont capables de compter souvent. Ouais. Puis c'est juste que souvent, on se le fait présenter, on se le fait emballer, puis ils nous le présentent tout le temps plus compliqué que c'est. OK. Parce qu'ils ne veulent pas que tu le fasses toi-même. Ah oui, hein? Je pense. Ah oui, tu penses? Je pense, oui. Ah oui, hein? Intéressant. Fait que ça, là, on parle des consultants ou des firmes de finances ou des banques. Des banques aussi? Toute l'industrie. Toute l'industrie. Ah oui, hein? Ouais. Puis... intéressant. Ben moi, je pense qu'une des belles choses qui est arrivée dans les dernières années, c'est que les gens commencent à travailler avec leur QuickBooks. Oui, QuickBooks, oui. Je pense que ça, c'est la première chose qui a fait que les gens ont commencé à s'occuper de leurs propres affaires. Avant, ils mettaient ça dans une boîte de souliers. Là, oui. Puis ils mettaient ça au comptable à la fin de l'année. Là. Mais là, les gens commencent à faire ça. Fait que, moi, je pense que c'est déjà une première étape qui est accomplie. Puis là, tu as les chats GPT encore que j'utilise. Là, quand tu as des questions, c'est accessible, il va te répondre des questions. Puis, c'est pas des questions. Je parle pas de questions d'investissement, là, je parle des questions mathématiques. Dis comme aide-moi à faire un budget, aide-moi à la base. Oui, la base, puis il va comprendre ton industrie, puis il est capable de te mettre des chiffres. Mais tu sais, toi, t'opères dans le business, tu es capable de savoir si les chiffres font pas de sens ou font du sens. Fait que on a de plus en plus d'outils pour nous aider à faire plus. OK, fait que pour résumer, on est peut-être on devrait en apprendre, on devrait continuer à mettre de l'effort dans nos compétences et notre apprentissage sur les finances, mais heureusement, les outils qui sont disponibles vont nous aider. Bien, j'ai dit à mon fils récemment, laisse pas les autres compter ton argent. Fait que je pense que c'est la règle de base d'un entrepreneur. OK. Fait qu'on devrait prioriser d'avoir justement un département de finances à l'interne dans son entreprise. Je pense pas que tu as besoin d'un département. Ouais, peut-être le mot est fort, là, mais... Ben, je pense qu'un entrepreneur devrait... C'est parce que dans mon optique, moi, je me dis, quand tu es entrepreneur, souvent, tu essaies de déléguer le plus possible pour te concentrer sur ce que tu es le plus fort dedans ou ce que tu maîtrises le mieux. Ouais. Fait que c'est pour ça que je parlais de... Mais déléguer, c'est une affaire, mais se détacher, c'est une autre affaire. OK. Moi, je dis, il ne faut pas se détacher. Tu peux déléguer, mais ne détache-toi pas. Il faut que tu comprennes tes choses. Garde le nez dedans, là. Oui. Ouais, c'est ça. OK. Faut que tu saches ce qui se passe. Intéressant. Faut pas que tu attendes 2 mois que ton plus gros client fait 3 mois que tu n'as pas payé. Là. Ouais, c'est ça. Ben oui, non, c'est ça.
Je prends ça en note. Ouais. Puis non, les bières artisanales ne vont pas prendre plus de part. C'est une question parce que ça agrandit la part de marché. Oui, ben, absolument, mais c'est une question d'économique. Le coût de production d'une bière artisanale n'a aucun rapport avec les bières industrielles. C'est plus cher, une bière artisanale? C'est beaucoup plus cher? Ou oui. Ben, eux autres, ils ont des économies d'échelle. Tu regardes Moussette, économie d'échelle, ils font... Ben oui. Fait que tu ne peux pas compétitionner avec les grands comme ça. Non. Ouais. Ils ont le grain, mais ça rentre dans des silos. Moi, il faut que j'achète dans des sacs. Donc, je comprends. Ouais. Mais je pense que c'est pas le but du marché, du domaine. Non, c'est pas l'objectif. Parce qu'il y a du monde qu'eux aiment leur bière, puis c'est ce qu'ils aiment. Ils sentent pas le besoin de payer plus cher. Puis c'est un choix personnel. Ça a quand même vraiment grandi. J'imagine à un moment donné, il va-tu avoir un. Ça va-tu se laquer? L'expansion du marché, parce que moi, je compare quand j'étudiais à Québec, les premières années que j'étais là, 2018 jusqu'à 2023, là, les premières années des épiceries, il y avait une petite section, puis les dernières années, il y avait une grande section de bière artisanale. Mais à un moment donné, ça va-tu se laquer? On arrive-tu au point où ça va se stabiliser? Oui, je pense que oui. Oui, là, dans les prochaines années? Là? Aux États-Unis, je pense que c'est là. OK. Mais tu sais, c'est normal parce qu'il y a une forte croissance. Puis comme je te dis, c'est pas toutes les brasseries qui sont arrivées là qui savaient compter non plus. Là, fait que c'est normal. Il y a eu comme une explosion. Il y a des produits qui sont moins bons. Ceux qui font de la bonne bière vont rester. Puis ceux qui... il y en a qui, c'est sûr, qui peuvent avoir des bad luck, peuvent avoir toutes sortes de contextes. Là, mais moi, je pense que ça va toujours avoir sa place. Les goûts changent, mais la bière je pense, fait plus que 6000 ans que le monde en boive. Le vin, c'est la même chose. Donc, est-ce que ça risque de disparaître? Je crois pas. Non. Mais il y a des tendances que les gens boivent moins, qui est bien. Fait que souvent, ce que ça fait, c'est que les gens boivent moins, mais ils boivent mieux. Mieux, hein? Ouais. Donc, tant qu'à prendre une bière, je vais prendre quelque chose qui goûte bon, qui va me donner... C'est drôle parce que, personnellement, moi, c'est exactement ça qui s'est passé. Là, ça, c'est juste une petite parenthèse. Mais ce que tu décris, moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Là, je buvais plus, mais moins bien, entre guillemets, pour prendre tes mots. Là. Puis aujourd'hui, je bois presque juste le micro. Là. Juste des brasseurs du petit saut. Je vais te croire. Ouais, tu peux, ouais. Puis finalement, l'autre annoncé, c'était Edmundston offre une meilleure qualité de vie à ses citoyens que Montréal. Tu as répondu oui rapidement. Oui. Montréal, ça dépend de ce que tu fais. Là, est-ce que c'est Montréal, tu vis à Saint-Bruno puis tu travailles à Saint-Bruno? Moi, dans mon contexte, moi puis mon épouse, Chantal, elle travaillerait dans un grand centre hospitalier. Donc, ça veut dire que soit qu'on reste proche du grand centre hospitalier ou qu'on doit se déplacer. Donc, passer 1 heure, 1 heure et demie dans une voiture dans un jour pour aller travailler, je pense pas. Rester à Edmundston, je suis capable d'aller dîner chez nous puis revenir à la brasserie. Puis, flexibilité, mobilité. On manque de rien, puis on est dans la nature, beau paysage. On l'apprécie pas assez. Ouais. Ben d'accord. Puis tu sais, je suis content de voir que tu as ce point de vue-là parce que j'entends des gens de plus grandes villes qui disent « Ah, mais il n'y a rien, tu sais. » Ou même des gens de titre qui disent ça des fois, là, tu sais. Puis moi, je me dis « Mais c'est quoi que vous avez besoin de plus, là, tu sais. » Puis peut-être que... Tu sais, puis chacun ses goûts, chacun ses façons ses habitudes de vie, là. Mais moi, je trouve qu'on a amplement de choses à faire, puis c'est ça qui est ça. Oui, mais l'aspect de communauté, tu vas à un endroit, tu connais du monde. Ouais. C'est comme, il y a ça, ouais, ça c'est fort aussi. Dans un grand centre, tu as plus l'anonymat. Ouais, Fait que tu sais, il y en a qui aiment ça, l'anonymat. La paix, je ne suis pas sûr. Mais la paix dans le sens où tu choisis moins, tu as plus de voisins puis tu les choisis pas. Fait que... Ouais. Oui, puis tu les connais pas non plus. Puis non. Non, c'est vrai, parce que le dernier endroit, j'ai resté à Montréal, là, je connaissais pas. J'ai resté là 2 ans, j'ai jamais rencontré personne qui vivait à côté sauf le propriétaire qui restait en haut. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui est. Ça, c'est une très grosse différence. Ouais. Merci beaucoup, André. Merci de ton invitation. Puis écoute, je voudrais te féliciter aussi pour le podcast que tu fais. Je sais que ça prend beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Puis je pense que c'est un beau service que tu offres pour les entrepreneurs locaux,
pour démystifier aussi ce que l'entrepreneur fait. Ouais. Puis je sais que c'est un sujet, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, puis c'est important. Une économie en santé, ça prend des entrepreneurs, puis il faut démystifier ça. Ben, j'apprécie beaucoup, beaucoup. Merci pour ce beau commentaire. Puis c'est ça, je te remercie d'être venu me jaser pendant 1 heure et quelques minutes. J'apprécie beaucoup.